En fait, Thinkerview se vend comme un média alternatif dans un monde aux informations formatées. Mais alternatif, ça veut parfois dire ça. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue de David de Rothschild. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres. Et ce programme, c'est la privatisation du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on entend ce genre de propos complotistes sur cette chaîne ? Le 19 juin, dans le Salon Vert de l'Élysée, une pièce attenante au bureau présidentiel de François Hollande, une réunion stratégique est organisée pour trancher le dossier Alstom. Persuadé que l'offre de Siemens, rejointe par le japonais Mitsubishi, est la meilleure, Arnaud Montebourg menace d'utiliser son décret pour bloquer la vente aux Américains. Mais François Hollande refuse. Décryptage du journaliste Mark Endeveld. Le président de la République, à l'époque, n'a pas cherché de solution alternative à la vente à GE. Et notamment parce que du côté de Bouygues, il y avait une volonté absolue de vendre ses parts. À l'époque, François Hollande venait de réconcilier le Parti socialiste avec TF1, d'où peut-être son souhait de ne pas contrarier le groupe Bouygues, actionnaire de la chaîne. Arnaud Montebourg sort alors son va-tout, nationaliser Alstom. Mais là, c'est le secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui lâche « On n'est pas au Venezuela ». On n'est pas au Venezuela. Je dis ça n'a aucun rapport avec le Venezuela. Nous sommes un pays souverain, nous devons défendre nos outils industriels. Et franchement, la stratégie de Cron, si elle ne nous convient pas, on dit non. Parce que Alstom n'existerait pas sans l'État. Qui commande les centrales nucléaires? Qui commande les TGV? Qui commande les trains express régionaux, les régions? Donc, c'est à nous de contrôler ça. Puis on a besoin d'être indépendant. Mais Emmanuel Macron n'en démord pas, il reste favorable à une vente aux Américains. Pour Arnaud Montebourg, à ce moment-là, il s'est plus comporté en banquier d'affaires, son ancienne profession, qu'en représentant de l'intérêt général. Monsieur Macron, c'est le chien savant des banquiers d'affaires. Qu'est-ce qu'un banquier d'affaires? Parce qu'on connaît le banquier du Crédit Agricole qui vous octroie un prêt pour votre petite entreprise ou pour l'achat de votre pavillon, mais on ne connaît pas le banquier d'affaires. Le banquier d'affaires, c'est celui qui fait des deals, c'est-à-dire des opérations d'acquisition, fusion ou vente d'entreprises, généralement de taille considérable, et qui reçoit une commission sur la taille de la transaction. Donc si vous vendez une affaire à 16 milliards, vous savez que vous aurez plusieurs centaines de millions à encaisser. Donc c'est un enrichissement sans cause, et surtout qui est causé par une industrie de la transaction qui s'est autonomisée. Donc le banquier d'affaires, il passe sa journée à aller chercher des mandats, c'est-à-dire vous devriez vendre, vous devriez acheter. Et donc, c'est la maladie française d'avoir survalorisé cette profession, qui est peuplée des narcs défroqués et qui veulent gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que leurs semblables, qui a fait que la France, finalement, a passé sa vie à tout vendre. Donc, un banquier d'affaires vous explique, quand vous êtes un conglomérat comme Alstom, vous avez l'énergie et le ferroviaire, il va vous dire, faut revenir sur votre cœur de métier. Et le cœur de métier, ça veut dire que vous coupez en deux et vous vendez un bout. Ça, c'est la mentalité du banquier d'affaires. Et M. Macron est un chien savant dans cette profession, c'est-à-dire que c'était l'homme des deals, de tous les deals. Il connaissait évidemment toute la place. Quand vous êtes chez Rothschild, vous connaissez toute la place, vous savez tous les deals qui se préparent, tous les deals qui vont marcher, et vous essayez de vous mettre au milieu. Voilà, c'est le métier. D'ailleurs, Macron a dit une phrase un jour, il faudrait que vous la retrouviez... c'est un métier de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Selon le journaliste Mark Endeveld, Emmanuel Macron continuait à recevoir des notes de la banque Rothschild, également banque conseil de Bouygues, alors qu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Quelques semaines plus tard, lors d'un remaniement ministériel,
Arnaud Montebourg est remplacé par un homme bien plus en phase avec le virage libéral du duo Hollande-Valls. Un homme surnommé l'hémisphère droit de l'Élysée, Emmanuel Macron. Le 4 novembre 2014, c'est lui le nouveau ministre qui finalise la vente d'Alstom avec Patrick Cron et Jeff Immelt. Une vente à 12 milliards d'euros, la plus grosse acquisition de l'histoire de General Electric. Le lendemain, Bercy affirme que son nouveau ministre a pleinement protégé les intérêts nationaux dans ce dossier. Emmanuel Macron s'est assuré avec vigilance que les intérêts de l'État, la pérennité de la filière nucléaire et la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la France sont pleinement pris en compte dans cette opération. C'est-à-dire qu'on a vendu nos turbines nucléaires et personne n'a réagi. On s'en est réjoui même à l'époque. Ouais. Ça nous agaçait aussi, c'est que non seulement on trouvait personne qui parlait vraiment de cette histoire, enfin la vente d'Alstom sous l'angle de la guerre économique. Par contre, il disait ah, c'est super, les Américains nous rachètent un fleuron, ça prouve que la France a un incroyable talent. Les gars, je sais pas comment réagiraient les Américains si Poutine ou les Russes leur rachetaient General Motors. Quoi. Ils se diraient pas c'est génial, ça veut dire que l'industrie automobile américaine est très attractive. Il y a qu'en France où on réagit avec cette mentalité de plus je me fais dépecer, plus j'en tire orgueil en fait. Quelques semaines plus tard, Patrick Cron et plusieurs cadres dirigeants d'Alstom partiront avec 35 millions d'euros de primes exceptionnelles pour avoir vendu la branche énergie au groupe américain. Les salariés, eux, vont rapidement déchanter. Le loto, ça peut rapporter gros, on connaît tous ce slogan de la Française des Jeux. Le loto, ça peut rapporter gros, mais l'État veut pourtant s'en débarrasser, comme il veut se séparer des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. Et oui, on l'oublie, l'État détient 72% de la Française des Jeux et 50,6% de ADP, le gestionnaire des aéroports franciliens. La Française des Jeux, c'est la 4e entreprise de loterie du monde. Dans la hiérarchie des participations industrielles de l'État, elle figure à la 3e position, immédiatement suivie par Aéroports de Paris. Bref, c'est du lourd. Pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, veut céder ces entreprises au privé. Pour cela, il a besoin de modifier la loi. C'est d'ailleurs presque chose faite. Le projet de loi Pacte, examiné depuis la semaine dernière par les députés, prévoit justement d'autoriser la chose. Et comme les députés de La République En Marche ont la majorité, on ne vous fait pas un dessin. Pourquoi vendre ces entreprises? On écoute le ministre de l'économie. C'est ma vision de l'État actionnaire que je défends dans le cadre du Fonds pour l'innovation de rupture qui a été souhaité par le président de la République. Il suppose des cessions d'actifs pour financer les innovations qui feront la croissance de demain. Et je veux le dire là aussi devant la représentation nationale, je pense que l'État a un rôle bien plus important à jouer comme investisseur plutôt que comme porteur de dividendes. Je pense que son argent est mieux placé lorsqu'il n'est pas bloqué pour gérer soit des hôtels, soit des boutiques de luxe d'Aéroports de Paris, mais quand il s'occupe d'investir dans l'avenir de nos enfants, qu'il finance les nouvelles technologies et qu'il finance des innovations que d'autres États, États-Unis et Chine en tête, n'hésitent pas à financer massivement avec des soutiens publics. Nous voulons une nation souveraine dans une Europe souveraine. Nous voulons développer nos propres technologies. Nous voulons un continent européen puissant dont les innovations pourront rivaliser avec celles de la Chine ou des États-Unis. Je vous explique. Avec le produit de la vente, l'État va mettre en place un fonds pour l'innovation de rupture doté de 10 milliards d'euros. La Française des Jeux est estimée à 3 milliards d'euros. La vente d'Aéroports de Paris, pour sa part, devrait rapporter 7 milliards. 7 plus 3, ça fait 10. Ces 10 milliards vont générer chaque année 250 millions d'euros en intérêts, somme qui sera affectée aux aides à l'innovation industrielle. Seulement voilà, en l'occurrence, c'est complètement idiot. C'est ce qu'a expliqué le député socialiste des Landes, Boris Vallaud, à Bruno Le Maire. La privatisation de ces deux entreprises est une aberration économique. Une aberration économique parce que et la Française des Jeux et ADP versent aujourd'hui des dividendes à peu près équivalents au fonds que vous envisagez de créer. Pour le dire autrement, céder la Française des Jeux et Aéroports de Paris, c'est un peu comme si un fermier allait vendre ses poules au marché pour s'acheter des œufs avec le produit de la vente. À cette aberration économique vient s'ajouter une aberration politique.
La Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres parce que le jeu n'est pas une marchandise comme les autres. Vous connaissez comme moi les chiffres de l'addiction qui sont chaque année confirmés par l'Observatoire des Jeux. Christophe Blanchard-Dignac, qui était l'ancien président de la Française des Jeux, estimait lui-même qu'il était difficile d'arbitrer entre les résultats de l'entreprise et la responsabilité sociale de cette même entreprise. C'est cette mise en balance, ce sens des responsabilités qui l'avait conduit à supprimer le jeu Rapido, qui était considéré comme trop addictif en 2014. Qu'en sera-t-il avec un actionnaire privé? Que pèsera la défense du jeu responsable pour les dirigeants d'une Française des Jeux privée face à la tentation de la rémunération des actionnaires? La privatisation d'Aéroports de Paris n'échappe pas non plus à la critique, car elle pose un sérieux problème d'aménagement du territoire. C'est une erreur stratégique également s'agissant d'ADP. ADP est au cœur du projet d'aménagement du Grand Paris, de la région francilienne. Et elle doit rester pour cela propriété d'une collectivité publique. Il y a un risque avéré de réorientation vers une diversification plus rémunératrice de ces activités dans le commerce ou l'immobilier, par la recherche d'une croissance à l'international qui est plus rémunérateur que les tarifs réglementés. Tous les aéroports privés sont plus chers que les aéroports publics et les taxes aéroportuaires risquent d'augmenter dans les années à venir. Alors pourquoi privatiser? Eh bien pour faire plaisir, par exemple, au groupe Vinci, privé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et candidat au rachat d'ADP, ce qui permettrait au passage de minorer le manque à gagner que l'État doit verser au groupe de BTP. Mais il y a d'autres candidats, un consortium australien et un groupe américain. Quant au rachat de la Française des Jeux, Stéphane Courby, le propriétaire des jeux en ligne BetClick, et le groupe M6 sont déjà sur les rangs. On l'a compris, l'intérêt général n'est vraiment pas la préoccupation de ce gouvernement. Il se pose en défenseur de la souveraineté nationale, mais il brade le patrimoine de la nation, prisonnier qu'il est de son credo libéral. Ni vision, ni stratégie, juste les vieilles recettes de la vieille droite. À l'été 2022, un important lobbyiste de beurre décide de se repentir. Pour Mark McGahn, sous Emmanuel Macron, la France se serait vendue aux intérêts américains. Il décide alors de balancer des milliers de documents confidentiels d'Uber à un consortium de journalistes. C'est le scandale des Uber Files. On découvre ce matin le résultat d'une vaste enquête internationale sur l'entreprise Uber. Cet homme qui dit avoir trop menti et qui dit vouloir se rattraper. Mark McGahn, irlandais de 52 ans, il a travaillé pour Uber dans les années 2010. Il était le lobbyiste en chef chargé de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est lui, par exemple, qui a accompagné le fondateur de l'entreprise, Travis Kalanick, dans le bureau d'Emmanuel Macron, alors jeune ministre de l'économie, en 2014. Selon le journal, le ministre Macron aurait alors aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer les lois françaises pour qu'elles soient plus favorables aux futurs géants des transports. Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a été quasiment un partenaire, écrit le quotidien. Dans la foulée, Le Monde et le Guardian diffusent la première interview du lobbyiste repenti. My name is Mark McGahn. I'm a former senior executive at Uber, and I'm here as a whistleblower. I'm the one who revealed what's become known as the Uber Files. Under my jurisdiction, Uber was not allowed, was not authorized, was not legal. When you're meeting with presidents, prime ministers, chancellors, city mayors, how difficult was it for you to get those meetings for Uber? It was, I think, unprecedented in my career to have such easy access to senior members of government, heads of state. It was intoxicating. Mis à nu par l'ancien lobbyiste, Emmanuel Macron va faire le malin façon Jacques Chirac. Il assume d'avoir joué les agents de beurre au sommet de l'État. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.